Bonjour à tous. L'argent est une chose que nous utilisons tous les jours, mais la plupart d'entre nous en savent très peu à son sujet. Par exemple, sais-tu pourquoi nous avons commencé à utiliser de la monnaie papier? Savez-vous pourquoi les bords des pièces sont striés et non lisses? Savez-vous qu'à un moment donné, il existait 8370 types de monnaies différentes rien qu'aux États-Unis? Savez-vous pourquoi nous n'utilisons plus l'or et l'argent comme monnaie? Savez-vous que la connaissance de l'histoire de l'argent peut vous aider à comprendre ce qui va arriver à l'argent de votre portefeuille? À l'école, nous passons des centaines d'heures en cours d'histoire à mémoriser des faits inutiles dont nous n'aurons jamais besoin dans la vie réelle. Mais lorsqu'il s'agit d'argent, nous n'en savons pas assez sur son histoire et sa création, mais nous savons quand un roi est né il y a 900 ans et combien de femmes il a eu. C'est pourquoi je vais résumer un autre livre sur l'argent sur cette chaîne. Le livre s'appelle « Money, The True Story of a Made-Up Thing » de Charlotte Goldstein. C'est un livre sur l'histoire de l'argent et comment il s'est développé au cours des siècles jusqu'à aujourd'hui. Commençons donc. Puisque l'argent fait partie de la vie quotidienne, il semble qu'il ait toujours été avec nous, comme s'il faisait partie de la nature. Mais ce n'est pas vrai. L'argent tel que nous le connaissons aujourd'hui est une fiction. Ou, pour être plus précise, c'est une invention humaine qui n'a pas toujours existé. De nombreuses personnes pensent que l'invention de l'argent a été planifiée et contrôlée, mais ce n'est pas le cas. L'apparition des premières formes d'argent dans l'histoire de l'humanité a été quelque peu désordonnée et s'est produite à différentes époques et en différents lieux. Si vous analysez ce qu'est réellement l'argent, vous verrez qu'il s'agit essentiellement de tout bien accepté comme moyen de paiement et servant également d'unité de compte et de réserve de valeur. Il est impossible de trouver l'origine exacte des premières formes d'argent utilisées dans les échanges, car elles ont eu lieu avant l'invention de l'écriture, où les archives anciennes ont été détruites. Le troc est souvent suggéré comme la première forme d'échange dans les premières civilisations. Cependant, les premières civilisations étaient très autosuffisantes, ce qui signifie qu'elles produisaient, chassaient, collectaient ou cultivaient leur propre nourriture, de sorte qu'elles n'avaient pas vraiment besoin d'échanges. Les premiers échanges étaient probablement associés à des rituels sociaux et religieux. Dans certaines cultures, les représentants d'un village donnaient quelque chose à un autre village en signe de bonne volonté. À d'autres moments, cela se faisait pour compenser un dommage, voire un meurtre, ou encore, pour épouser une femme, l'homme devait donner quelque chose en retour. Les rituels religieux, comme les sacrifices, nécessitaient certains animaux aux caractéristiques spécifiques. Ces animaux ont donc été conçus comme des objets de valeur, peut-être les premiers moyens de stocker de la valeur à long terme. Dans un petit village, ce type d'échange suffisait à alimenter l'économie villageoise. Mais qu'en est-il lorsque les premières villes sont apparues? Le progrès des civilisations s'est accompagné de difficultés pour effectuer des échanges, enregistrer des dettes et les payer. Selon l'auteur, c'est à ce moment-là qu'est apparue la première forme d'écriture qui n'était pas constituée d'histoires mythiques ou de contes de fées, mais de documents comptables. Les premiers écrivains n'étaient pas des poètes, mais des comptables. Il y a plus de 5000 ans, en Mésopotamie, les gens ont commencé à sceller de petits jetons d'argile à l'intérieur de boules d'argile creuses pour représenter des dettes. Un jeton pouvait représenter par exemple un mouton. Si quelqu'un vous donnait une boule contenant 6 jetons, il vous donnait 6 moutons. Puis quelqu'un a eu l'idée d'écrire des marques sur l'extérieur de la boule au lieu de la remplir de jetons. Avec l'augmentation de la population et la croissance des villes, cela s'est aussi compliqué. Alors, quelqu'un, à un moment donné, a inventé un système d'enregistrement sur des tablettes d'argile. Comme il était rare, facile à stocker et à diviser, l'argent est devenu la première forme de monnaie pour les souverains de Mésopotamie. Cependant, comme les habitants de ces villes étaient encore très auto-insuffisants, pour eux, cet argent n'existait pas. Les collecteurs d'impôts les faisaient payer en leur prenant une partie de leur récolte ou de leurs biens ou en confisquant leurs biens. Par exemple, les Incas ont élevé une grande civilisation avancée qui fonctionnait sans le moindre besoin d'argent. Les autorités centrales disaient au peuple quoi cultiver et quand, elles prenaient toutes les ressources et les distribuaient selon leurs critères. Et l'or? Les Incas utilisaient l'or à des fins religieuses et artistiques. Dans la Grèce antique, on utilisait également un système d'imposition et de redistribution similaire, mais cette civilisation s'est effondrée vers 1100 avant Jésus-Christ.
Bien que la civilisation grecque se soit relevée pour construire ce que nous reconnaissons aujourd'hui comme le berceau de la civilisation occidentale et de la démocratie, la complexité sociopolitique créée par la civilisation grecque a entraîné la nécessité d'avoir quelque chose comme de la monnaie pour faciliter les transactions. Vers l'an 600 avant Jésus-Christ, très près de la Grèce, en Lydie, située dans ce que nous connaissons aujourd'hui comme la Turquie, ils ont commencé à travailler avec l'or. Ils ont créé les premières pièces de monnaie appelées électromes, qui étaient un mélange d'or et d'argent. Lorsque les Grecs ont découvert l'invention créée par les Lydiens, ils sont devenus fous, car cette nouvelle monnaie était exactement ce dont une société complexe, comme celle créée par les Grecs, avait besoin pour représenter la valeur des choses et permettre une transaction fluide. À l'époque, il existait dans chaque cité grecque un espace dédié à la discussion publique appelé l'agora. Les Grecs s'y retrouvaient pour prononcer et écouter des discours et débattre d'idées. Comme les pièces de monnaie facilitaient grandement le commerce, les agoras furent rapidement remplis de vendeurs. Aujourd'hui, le mot agora en grec est un substantif qui signifie marché et un verbe qui signifie acheter. Les pièces de monnaie ont également déclenché une révolution du travail en Grèce. Avant de découvrir l'invention lydienne, les ouvriers grecs travaillaient pour une saison ou une année et le propriétaire les payait en leur donnant de la nourriture, des vêtements et un endroit où dormir. Lorsque les pièces de monnaie sont entrées en scène, les travailleurs se présentaient simplement chaque matin et, à la fin de la journée, exigeaient d'être payés en pièces. Si un travailleur n'était pas d'accord avec l'accord, il pouvait chercher ailleurs un meilleur accord. Les Chinois ont inventé les pièces de monnaie à peu près en même temps que les Lydiens, ce qui est une sorte de coïncidence historique. Mais celles-ci n'étaient pas comme celles fabriquées par les Lydiens, mais étaient plus exactement des objets utilisés comme monnaie avec une valeur symbolique, comme des pelles et des couteaux en fer et en bronze. Ces objets remplissaient plusieurs des conditions requises pour devenir une forme de monnaie, validité et acceptation universelle grâce à leur utilité intrinsèque, leur solidité et leur robustesse. Bien qu'il s'agisse de ces objets, ils étaient lourds et difficiles à transporter. Mais ce problème a été résolu lorsque, au VIe siècle avant Jésus-Christ, des versions plus petites ont commencé à être fabriquées. L'impact de cette invention en Chine a stimulé l'économie en raison de l'augmentation de la vitesse et de la quantité des transactions commerciales. La Chine est parvenue à devenir un grand empire, ce qui a entraîné d'autres besoins comme la tenue des registres. À l'époque, les Chinois utilisaient la soie et le bambou pour écrire. Mais avec l'augmentation du besoin de matériel pour faire des enregistrements de plus en plus nombreux, la quantité de matériel demandé pour cela est devenue un problème. Mais la nécessité était mère de l'ingéniosité. Un eunuque nommé Cai Lun a inventé le papier en Chine. Le matériau, créé par Cai, est devenu célèbre et Cai est devenu riche. Or, la demande de papier a créé le besoin de pouvoir enregistrer massivement des textes et avec l'expansion du bouddhisme en Chine, un moine a inventé une technique qui est devenue la première forme d'impression sur papier. Un moine qui en avait assez d'écrire toujours le même texte sacré a eu une idée. Transférer le papier sur un bloc de bois, puis recouvrir le bloc d'encre et l'imprimer sur du papier. Les pièces de monnaie ont contribué à l'essor de l'économie chinoise, mais il y avait un problème. Déplacer de grandes quantités de pièces de monnaie sur de longs trajets était difficile et dangereux. Mais maintenant, en Chine, il y avait du papier, donc pour faciliter ce problème logistique, les gouvernements locaux ont commencé à leur donner des reçus en papier représentant une certaine quantité de pièces de monnaie. Vers 995, un marchand de la capitale de Sichuan, Chengdu, a eu une idée géniale. Il a commencé à laisser les gens lui laisser leurs pièces de fer et en retour, il leur donnait des reçus en papier représentant cette quantité de pièces. Toute personne possédant ce reçu pouvait l'utiliser pour acheter des marchandises ou pouvait exiger les pièces représentées dans les reçus. Au fil du temps, certains marchands ont commencé à abuser de cette pratique en imprimant simplement des reçus et en achetant des marchandises avec ceux-ci, jusqu'à ce que les gens découvrent que ces reçus n'étaient pas accompagnés de pièces de fer, ce qui a déclenché un conflit social et un chaos économique qui ont emmené l'État à décider de monopoliser l'émission de monnaie papier en Chine. Mais à l'époque où la monnaie papier est apparue, de nombreuses personnes ont réussi à s'enrichir. En fait, dans les années 1200, la Chine était probablement la civilisation la plus riche et sans doute la plus avancée technologiquement au monde. Les Mongols,
menés par l'empereur Kublai Khan, ont envahi et conquis le grand empire chinois au XIIIe siècle, et avec lui, ils ont découvert la fabuleuse invention chinoise, la monnaie sous forme de papier. Les Mongols étaient des nomades et ils aimaient la facilité avec laquelle ils pouvaient déplacer la monnaie papier au lieu des pièces de métal. Ils ont vite compris que la vitesse de ces mouvements se traduisait par la prospérité. L'empereur créa un nouveau type de monnaie papier et interdit l'utilisation de pièces de bronze pour le commerce. Kublai Khan avait désormais le pouvoir d'imprimer tout l'argent qu'il voulait entre ses mains. Une grande tentation à laquelle il ne put résister longtemps. Les ambitions de pouvoir du grand Khan l'ont conduit à mettre en œuvre un plan pour conquérir ce que nous connaissons aujourd'hui comme le Japon. Après 2 tentatives infructueuses, l'empereur avait déjà émis beaucoup d'argent pour payer la construction de bateaux qui transporteraient plus de 70 000 soldats prêts à conquérir le Japon. L'émission d'argent était si importante que le gouvernement a commencé à refuser d'échanger la nouvelle monnaie papier contre du bronze ou de l'argent, et c'est ainsi qu'un nouveau chaos économique a commencé, les prix ont augmenté systématiquement et une spirale inflationniste a débuté. Cependant, l'économie a fini par se stabiliser et les gens ont continué à l'utiliser malgré le fait qu'elle n'était désormais soutenue par rien. Ce n'était que du papier, mais malgré cela, il continuait à fonctionner comme monnaie. En 1368, Hongwu a fondé la dynastie Ming, puis les Mongols ont été déplacés vers le nord. Cette dynastie a inversé les changements économiques générés en Chine avec l'apparition de la monnaie, vers une économie plus primitive, sans commerce ni monnaie, mais des villages autosuffisants et l'ancien système de redistribution des impôts. En 1400, la monnaie papier avait complètement disparu de Chine et la nation entière avait été entraînée dans la pauvreté et dans le passé. 3 siècles plus tard, au XVIIe siècle en Angleterre, la monnaie était un désastre complet. Depuis que l'invention de la monnaie est arrivée en Europe, de nombreuses personnes ont essayé d'extraire l'or ou l'argent qu'elle contenait en coupant de petits morceaux sur les bords. En conséquence, de nombreuses pièces ont perdu la valeur qu'elles représentaient, ce qui a créé des conflits sur les marchés, au point que les marchands ont commencé à peser les pièces. L'argent se faisait donc rare en Angleterre. Cette situation s'est aggravée lorsque les différences de prix en Europe ont incité de nombreuses personnes à prendre des pièces de monnaie en Angleterre et à les emmener à Paris ou à Amsterdam pour en obtenir plus de valeur. La solution simple à ce problème a été d'émettre des pièces avec des bords striés afin qu'il soit facile de remarquer si une partie de la pièce était coupée ou non. Aujourd'hui encore, si vous regardez les pièces de monnaie dans votre poche, vous verrez que la plupart d'entre elles ont des bords cannelés, ce qui est assez intéressant car aujourd'hui, les pièces ne contiennent pas de métaux précieux à extraire. Un autre fait intéressant concernant les pièces d'aujourd'hui est leur couleur. La plupart des pièces sont émises en couleur or et argent, bien qu'elles n'aient rien à voir avec l'or et l'argent et qu'elles ne contiennent ni or ni argent. Ces traditions ont probablement été maintenues au fil des siècles afin de créer une illusion de valeur, car les gens savent que l'or et l'argent ont de la valeur. Mais revenons encore au XVIIe siècle en Angleterre, car le problème de l'argent en Angleterre n'était pas encore résolu. Peut-être sans même le savoir, Goldsmith a trouvé la meilleure solution pour résoudre le problème de la monnaie. Ils ont commencé à stocker l'or et l'argent des gens et à délivrer des reçus que les gens ont commencé à utiliser, non seulement pour réclamer leur or, mais aussi pour acheter et vendre des choses, comme cela s'est produit dans le passé en Chine. De nouveau, Goldsmith a commencé à émettre plus de papier que l'or et l'argent qui les garantissaient. En fait, les gens recevaient un reçu qui n'était soutenu par rien et achetaient et vendaient des choses. Soudain, il y avait plus de reçus fonctionnant comme de l'argent dans toute l'Angleterre. C'est l'argent qui a été créé par les orfèvres. Les orfèvres ont résolu le problème de la pénurie d'argent, mais ils ont créé un nouveau problème. Ils avaient émis beaucoup plus de reçus que d'or stocké. Cela signifie que si tous les détenteurs de reçus réclamaient leur or, il n'y en aurait pas assez pour tout le monde. Bien sûr, le moment est venu où les gens sont allés réclamer leur or et leur argent aux orfèvres pour découvrir qu'il n'y en avait vraiment pas pour tout le monde et que les orfèvres créaient des reçus sans endossement. De nombreux orfèvres ont fini en prison, d'autres ont fait faillite. Le fonctionnement de la monnaie nécessite la confiance de ses utilisateurs. Les Anglais ne pouvaient pas faire confiance au gouvernement et maintenant ils ne pouvaient pas non plus faire confiance aux orfèvres. Plusieurs années plus tard, une solution apparaîtra qui ne sera ni purement privée ni purement publique,
mais un mélange avec les intérêts du gouvernement, les intérêts des banquiers et les intérêts du peuple, qui se pressent les uns contre les autres. C'est alors qu'apparaît John Law, un économiste écossais issu d'une famille d'orfèvres et devenu banquier. L'idée de Law était que l'activité économique pouvait être stimulée par l'utilisation de monnaie papier qui n'était pas soutenue par de l'or et de l'argent. En 1716, en France, il a été autorisé à créer une banque privée, la Banque Générale, par laquelle étaient émis des billets de banque. Au milieu d'une crise liée au manque d'argent, ce plan est devenu attrayant et a en fait été couronné de succès au début, puisque l'augmentation de la quantité d'argent dans l'économie s'est traduite par une augmentation des transactions, de l'emploi et des profits. Lorsque le gouvernement a obligé les gens à utiliser ces billets pour payer leurs impôts, la monnaie papier de John Law est devenue de la monnaie. Et lorsque les gens croient qu'une chose est de l'argent, elle le devient réellement. La théorie de Law donnait l'impression que les ressources étaient illimitées, et c'est ce que les gens ressentaient, si bien que la demande d'actions d'entreprises en France et dans toute l'Europe est montée en flèche. L'excès de demande a multiplié les prix et a donné naissance à l'une des plus grandes manies spéculatives de l'histoire. De nombreuses personnes se sont enrichies rapidement et le mot « millionnaire » est né. Lorsque la bulle a éclaté, de nombreuses personnes ont perdu beaucoup d'argent et une vague de méfiance à l'égard des banques a été déclenchée. L'idée d'une monnaie fiduciaire a été synonyme d'insouciance pendant 2 siècles. C'est ainsi que l'or est redevenu roi et que les gens ont commencé à utiliser une monnaie adossée à l'or et à l'argent. Dans les années 1820, les États-Unis comptaient 8370 types de monnaies différentes. Il ne s'agissait pas de monnaies garanties par le gouvernement, mais de billets de banque émis par les différentes banques qui étaient en fait un reçu, un chèque de créance sur l'or ou l'argent. Si vous apportiez votre billet à la banque, elle vous donnait de l'or ou de l'argent en échange. Je suis sûre que vous pouvez imaginer les difficultés créées par les différents types de monnaies. Imaginez que vous soyez un commerçant et que quelqu'un vienne d'une autre partie du pays avec un morceau de papier avec l'image du Père Noël et dise que c'est de l'argent et qu'il veut acheter votre produit. C'est la raison pour laquelle la monnaie unique a été développée aux États-Unis. Au départ, le dollar était soutenu par de l'or et de l'argent, mais vous savez, les gens oublient vite votre histoire et grâce à cela, en 1971, le président américain Nixon a pu rompre la dernière égalité avec l'or. Une fois de plus dans l'histoire, les gens ont commencé à utiliser de la monnaie papier qui n'était soutenue par rien. Ce fut un événement majeur dans l'histoire mondiale car cela signifiait que les gouvernements pouvaient désormais imprimer de la monnaie sans être limités par la quantité d'or qu'ils avaient dans leurs réserves. Et de nombreux gouvernements ont commencé à le faire, tout comme Kublai Khan. Et pour les gens ordinaires, cela signifiait que chaque année, leur pouvoir d'achat diminuait en raison de l'impression de monnaie. Maintenant, je voudrais vous faire part de ce que j'ai retenu de nos discussions sur l'histoire de la monnaie. 1. L'argent est un outil magnifique et l'invention de l'argent est probablement plus importante que l'invention de l'électricité, de l'avion et de la voiture réunies. Nous considérons l'argent comme acquis aujourd'hui, mais si l'argent n'avait pas été inventé, nous vivrions probablement encore dans de petits villages et chasserions des lapins pour nous nourrir. Numéro 2. L'argent n'est ni bon ni mauvais. C'est juste un outil, tout comme votre voiture ou votre téléphone. Alors, arrêtons de dire que l'argent est mauvais ou maléfique. Si l'argent est mauvais, alors votre voiture l'est aussi. 3. Si nous croyons tous que quelque chose est de l'argent, alors c'est de l'argent. Si vous, moi et tous les autres habitants de ce pays croyons et acceptons comme argent un joli morceau de papier avec l'image de Tom et Jerry, alors c'est de l'argent. Vous pourriez vous demander si le Bitcoin est aussi de l'argent. Là encore, si tout le monde dans une région ou un pays donné accepte que ce soit de l'argent, alors c'est de l'argent. Numéro 4. Chaque fois que le lien entre la monnaie fiduciaire et le métal précieux est rompu, le résultat est toujours l'inflation et le chaos économique. Les Chinois l'ont fait, les Mongols l'ont fait, les États-Unis l'ont fait et beaucoup d'autres pays l'ont fait, et cela ne s'est jamais bien terminé. Dans l'histoire, aucune monnaie fiduciaire soutenue par rien n'a survécu. Toutes les monnaies papier finissent par revenir à leur valeur intrinsèque, qui est 0. 5. La monnaie papier peut fonctionner comme de la monnaie si elle n'est pas gonflée artificiellement. Mais c'est un gros si. Aucun roi, aucun empereur, aucun gouvernement ne peut résister à la tentation d'imprimer. Comme vous l'avez vu,
ils finissent tous par gonfler leur stock de monnaie en imprimant davantage. Donc, si vous détenez une grande partie de votre richesse sous forme de papier, je suis sûre que vous savez ce que cela signifie pour vous. 6. Aujourd'hui, la quasi-totalité des monnaies du monde sont en papier, fiduciaires, et ne sont soutenues par aucun métal précieux. Cela signifie que l'impression et le gonflement de la masse monétaire sont toujours une option qui sera éventuellement utilisée. 7. Il existe un dicton qui dit à peu près ceci. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire sont destinés à la répéter. C'est exactement ce qui nous arrive à tous aujourd'hui. Nous n'avons pas appris nos leçons sur l'impression monétaire des Chinois, des Mongols et des Anglais. Si nous l'avions fait, nous ne serions pas en train d'imprimer de l'argent. Merci d'avoir regardé. Et si vous souhaitez en savoir plus sur l'argent, consultez la playlist que vous voyez à l'écran. Prenez soin de vous et à